superficielle et plus précisément la manière dont on peut évaluer le coefficient de tension superficielle. Alors pour rappel, la tension superficielle, c'est ce qui permet les bizarreries par rapport aux prédictions de la loi d'hydrostatique, c'est-à-dire une goutte d'eau, une aiguille métallique qui flotte dans l'eau ou bien un guéris qui flotte aussi dans l'eau. Normalement, avec les lois les plus simples, tout ça ne devrait pas arriver. Si on peut avoir ce tel phénomène, c'est qu'il y a une force qui est la tension superficielle qui agit et l'un de ses effets, c'est de réduire au minimum la surface d'un liquide. Là, par exemple, une barre et un film d'eau savonneuse, la force de tension superficielle va exercer ici la force T qui va conduire la barre à réduire la surface du liquide. Donc cette surface est perpendiculaire à l'interface et est orientée dans le sens qui diminue la surface. Et son module, il est égal au coefficient sigma fois la longueur de contact au niveau de l'interface. Et ce coefficient sigma, c'est ce qu'on appelle le coefficient de tension superficielle qui est exprimé en newton par mètre ou bien ce qui est équivalent en joules par mètre carré. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer ce coefficient de tension superficielle? Eh bien, il y a plusieurs méthodes qui peuvent être employées. La première méthode, c'est utiliser un tensiomètre à plaque de Willemy. Alors, c'est une méthode qui va directement utiliser la définition qui relie le coefficient de tension superficielle à la force. C'est-à-dire qu'on va prendre une plaque avec une épaisseur D et une largeur W, et on va tirer cette plaque et à un moment, elle va s'arracher de l'eau. Et ce qu'on sait, c'est qu'au moment où on a cet arrachement, eh bien, la force qu'on peut mesurer grâce à un dynamomètre eh bien, est égale à la force de tension superficielle. Alors ici, eh bien, la longueur de contact au niveau de l'interface, on l'obtient assez facilement, c'est 2 fois l'épaisseur de la plaque fois sa largeur, et d'après la définition de la tension superficielle, on sait que la tension superficielle vaut sigma fois 2 fois la longueur de contact au niveau de l'interface. Et du coup, eh bien, on a ici un moyen d'obtenir le coefficient de tension superficielle sigma juste à partir de la mesure d'une force faite sur un dynamomètre et puis de la mesure des caractéristiques géométriques d'une plaque. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de Willemy. Il y a une variante, alors c'est une méthode normée, mais il y a d'autres normes et parmi les variantes, on a le tensiomètre à anneau de Dunhuy. Alors, dans ce tensiomètre, la différence, c'est que ça ne va pas être une plaque, mais ça va être un anneau qui va être utilisé. Et ce système, il a été initialement proposé par Pierre Lecomte Dunhuy, qui était physicien, mais aussi mathématicien, écrivain et philosophe. Et lui, il avait fait ses recherches dans le contexte de la biophysique. Alors, comment fonctionne ce tensiomètre? Eh bien, c'est le même principe que le dispositif précédent. On va mesurer la force au moment de l'arrachement et on peut relier cette force au coefficient de tension superficielle. Il nous faut la longueur de contact, eh bien c'est le périmètre de l'anneau, donc 2 pierres, et on a le film à l'intérieur de l'anneau et puis à l'extérieur. Donc il faut multiplier ce périmètre par 2. Donc on a la force, la longueur de contact, eh bien, on peut facilement en déduire le coefficient sigma, c'est la force divisée par 4pi, le rayon de l'anneau qu'on considère. Donc voilà pour cette méthode de Dunhuy, qui est une méthode assez efficace. Alors une méthode complètement différente, c'est la méthode de la goutte pendante. Là, on va prendre un dispositif avec ici un rayon assez fin, et au sortir de ce dispositif, on va observer les propriétés géométriques de la goutte qui en sort. Et à partir de ces propriétés géométriques, à partir des différents rayons mesurés, on va être ensuite en mesure, à partir de différentes tables ou de formules assez élaborées, d'évaluer le coefficient de tension superficielle. Je ne vais pas en dire plus par rapport à cette méthode qui peut aussi donner des résultats tout à fait convenables.
Parmi les méthodes qu'on peut trouver qui nous permettent de déterminer la tension superficielle, on peut aussi évoquer la méthode de Tate. Alors la méthode de Tate, elle consiste à mesurer la masse, petit m, d'une goutte qui va sortir d'un compte-gouttes. Au moment où la goutte tombe, ce qu'on peut dire, c'est que son poids, le produit de la masse par la gravité, est égal à la tension superficielle de pi fois sigma r, avec grand R le rayon de l'orifice. Et ça permet de retrouver le coefficient de tension superficielle. Alors, en pratique, pour utiliser cette méthode, il y a toute une phase de calibration préalable qui est nécessaire et il faut appliquer différents facteurs correctifs. La dernière approche que je voulais évoquer, qui permet d'accéder au coefficient de tension superficielle, elle est basée sur l'ascension capillaire. Donc quand on a un capillaire ou bien deux plaques assez rapprochées, le liquide il va monter entre les deux plaques, on va avoir une ascension. Et on va avoir ainsi une augmentation de la hauteur entre les deux parois de H, de petit h, et ce petit h, on peut le relier au coefficient de tension superficielle grâce à la loi de Jurin. C'est une loi qu'on va expliquer et démontrer plus longuement dans une autre vidéo. Ici, on a considéré un liquide qui mouillait parfaitement. Et dans ce cas-là, sigma, c'est égal au produit de la masse volumique du volume qu'on considère, fois la gravité, fois le rayon entre les plaques, divisé par 2, fois la hauteur qu'on aura mesurée. Donc voilà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des approches assez variées qui permettent d'accéder au coefficient de tension superficielle.